Le retour du capitalisme, que ça plaise ou pas, si on est en régime capitaliste, il faut des personnes, comme disait un cégétiste, qui mettent leurs couilles sur la table. Ah ouais. C'est peut-être un peu vulgaire, mais On a l'image. Dans les opérations de rachat d'entreprises auxquelles j'ai participé avec mes amis, les cégétistes nous ont dit une fois, mais on en a marre de ces petits minets de la préfecture qui arrivent avec des fonds publics, on veut des vrais capitalistes. Au moins, c'est des vrais patrons. On s'affrontera peut-être, mais il y a eu des multiples anecdotes dans ce sens-là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement la suite de l'épisode de la semaine dernière avec Pierre Dussol, dont je rappelle qu'il est professeur honoraire des facultés à l'université d'Aix-Marseille et qui a largement consacré sa carrière aussi à de la consultation en entreprise, donc qui a pratiqué l'économie et ne s'est pas contenté de la théorie. Vous avez été nombreux à écouter la première partie et à l'écouter jusqu'au bout d'ailleurs, donc merci beaucoup pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à faire connaître l'émission autour de vous. Très bonne écoute et à bientôt. À propos de politique, justement, vous avez eu également des occasions dans votre carrière de, au minimum, observer, si ce n'est participer peut-être à des cabinets politiques ou diverses instances administratives, technico-administratives ou autres qui participent à l'évolution politique de notre pays. Est-ce que ça a été le cas et qu'est-ce que vous en avez retiré comme enseignement éventuellement? Oui, j'ai rencontré pas mal de politiques, dont des ministres. Pas trop à gauche, parce que j'avais pas grand-chose à leur dire, sinon de dégager, mais j'ai toujours été frappé par le fait qu'ils connaissaient assez mal leur dossier. Ils étaient là pour pas longtemps, ou par hasard, ils étaient prévus comme secrétaire d'État ou handicapés, on les mettait à la santé des industries du nord de la France, enfin bref, ça faisait un peu désordre. Bon. Et puis il m'est même arrivé que, c'était en 86 quand il y a eu le premier gouvernement de cohabitation, au cabinet du Premier ministre qui était Jacques Chirac, il y avait l'ancien recteur d'académie d'Aix, qui me connaissait très bien, et qui m'a proposé comme ministre de l'Industrie. Monsieur Chirac a fait ce qui était tout à fait normal, d'ailleurs il a demandé que je fasse une petite note pour expliquer comment j'imaginais ma fonction. Et je lui ai résumé que je pensais que l'État n'avait pas à s'occuper d'industrie et que le meilleur service à lui rendre, c'était de la libérer de l'emprise de l'État. Et j'ai même pris comme exemple un programme aéronautique en disant un programme d'avion, l'avion civil, ça dure 40 ans. Combien de fois change-t-on de ministre de l'Industrie et de ministre des Finances en 40 ans Alors, quel sens ça peut avoir? Ou bien les ministres ne font rien parce qu'ils veulent pas modifier une opération qui a une logique et qui dure longtemps, et ils servent à rien, ou alors ils veulent à tout prix marquer leur passage et ils mettent du désordre. Ouais, mais bon, ça c'est vrai que l'anecdote est amusante. Alors déjà peut-être terminons là-dessus. Comment est-ce que notre ami Jacques ça a été immédiatement refusé. Curieux, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Mais ceci dit, ils ont mis Alain Madelin. Ah bon, ça, on n'a pas trop perdu au change. Non, c'était pas mal, mais il s'était peut-être pas exprimé de façon aussi nette. Oui, c'est ça. Est-ce que vous espériez réellement avoir le... Non, voilà, c'était pour le plaisir de les envoyer sur les roses, mais avec un peu d'humour. Alors c'est vrai que les ministres changent souvent aux finances ou à l'industrie, mais ceci dit, dans l'entreprise privée, les gens changent aussi. Enfin, il me semble que d'ailleurs c'est plutôt une tendance qui s'est accentuée, le fait d'avoir moins de capitalisme familial entre guillemets et plus des trucs avec des grandes organisations avec des managers qui changent assez souvent. Etc. Les managers, ils changent pas si souvent que ça quand ils sont jugés sur leurs simples compétences. Dès que la politique s'en mêle, ça devient plus difficile. Par exemple, à chaque élection, il y avait, dans les journaux, on vous parlait des patrons qui risquaient d'être virés parce que le gouvernement les changeait. Alors que, normalement, le patron d'une entreprise, commerciale, j'entends, on doit le juger sur ses résultats. Oui, c'est quand même assez curieux. Et là, on parlait d'entreprises publiques ou d'entreprises Alors là, c'était des entreprises publiques. D'accord. Quand il y avait encore des nationalisations dans les élections en 86, 88, dans ces époques-là, oui, quand il n'y a plus de secteur nationalisé, la question se pose pas. Mais donc,
Alors après, vous parliez de capitalisme familial. Il y en a moins. Il y en a moins parce que les droits de succession ont laminé Oui. le patrimoine familial. Mm. C'est pas aussi vrai en Allemagne. En Mm. Allemagne, vous avez ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire des entreprises de taille moyenne. Mais taille moyenne, ça peut être 20 000 personnes chez eux. Oui, je comprends. Et le capitalisme familial, il s'est préservé parce que les familles ont une vue à long terme, alors que les politiciens, ils voient les prochaines élections dans maximum 5 ans. Oui. Ça fait pas une stratégie, ça. Oui, c'est que finalement, tout de même, quand on parle d'effectivement agir pour les générations futures, ça les politiciens en parlent beaucoup, et Ouais. dans les faits, est-ce que la famille n'est pas finalement La famille, meilleure c'est bien, parce que quand on a des enfants et des petits-enfants... Là, on a réellement intérêt à... Ah oui. Et la montée des techniciens, comme vous dites. Il y avait un livre de Burnham avant la guerre qui s'appelait L'ère des organisateurs et qui disait les actionnaires vont disparaître au bénéfice des grands techniciens, etc. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais, alors, je sais pas si c'était un vœu ou une constatation. Il y avait les deux, un peu, peut-être. Mais à l'agrégation, comme leçon d'histoire, qui était la plus grosse leçon du concours, j'ai eu un sujet sur le rôle des Saint-Simoniens, qui étaient les technocrates Ouais. de l'époque, dans l'industrialisation de la France au XIXe siècle. Et le plan que j'avais choisi, il y avait 2 parties. Première partie, ils ont eu parfois d'excellentes réussites techniques. Deuxième partie, tout ont été des catastrophes financières payées par le contribuable. Alors déjà, l'auditeur pourra noter que vous vous souvenez comme ça de tête du plan que vous avez présenté à l'agrégation il y a, j'ose pas dire combien d'années. Plus de 40 ans. Mais c'est-à-dire que un concours d'agrég, ça vous marque, vous vous en souvenez, surtout si vous avez réussi. J'imagine bien, ouais. Et puis c'était la plus grosse leçon. Et le jury a bien voulu me dire que c'était quand même une des meilleures qu'ils avaient entendues. Enfin bon, en tout cas ils m'ont agrégé. Et la conclusion était, les actionnaires vont revenir en force parce qu'on peut pas avoir de développement économique s'il n'y a pas des actionnaires qui mettent leur argent et qui prennent des risques. Et le jury, non seulement apparemment a apprécié, mais ma leçon n'était pas finie, ils m'ont demandé d'aller jusqu'au bout, parce qu'ils voulaient savoir la fin. C'est ce qu'ils m'ont dit après. Non, le retour du capitalisme, que ça plaise ou pas, si on est en régime capitaliste, il faut des personnes, comme disait un cégétiste, qui mettent leurs couilles sur la table. Ah ouais. C'est peut-être un peu vulgaire, mais... on a l'image. Dans les opérations de rachat d'entreprises auxquelles j'ai participé avec mes amis, les cégétistes nous ont dit une fois, mais on en a marre de ces petits minets de la préfecture qui arrivent avec des fonds publics, on veut des vrais capitalistes. Au moins, c'est des vrais patrons. On s'affrontera peut-être, mais il y a eu des multiples anecdotes dans ce sens-là. Petite question complémentaire sur le rôle des actionnaires. C'est vrai que les actionnaires n'ont pas du tout disparu, mais est-ce que justement ça n'a pas eu tendance, notamment par la mondialisation financière, l'actionnaire d'une entreprise aujourd'hui n'est plus conscient vraiment d'être actionnaire. C'est-à-dire que moi, lorsque je détiens une action, ça a été le cas déjà, hein, pour moi, je sais pas, de Total ou de Michelin ou quoi que ce soit, je me fiche de la gestion d'entreprise. Ce serait pas rationnel quand je détiens 2 actions d'un truc d'aller m'intéresser exactement à ce qu'ils font. Voilà, c'est peut-être qui a changé ça aussi. Il est un fait. C'est pas une bonne chose forcément. Hein. Si on est actionnaire de Michelin, c'est vrai qu'on est noyé dans des millions et des millions et on n'a pas l'impression d'influencer. Bon, on peut prendre ça comme du portefeuille, mais surtout, les autorités ont eu une bonne décision il y a quelques années, c'est de créer ce qu'on appelle le second marché, c'est-à-dire d'ouvrir la bourse à des entreprises plus petites, où les actionnaires se sentent plus concernés. Et ensuite, il n'y a pas que en bourse qu'il y a des actionnaires. Vous pouvez être actionnaire d'une entreprise non cotée. Oui, bien sûr. Et il y a même un marché, au sens que si vous vous adressez à des banques compétentes, mais enfin des banques qui font leur travail, et que vous vouliez investir en fonds propres, donc être actionnaire, vous leur dites, est-ce qu'il n'y a pas dans votre clientèle des gens qui veulent augmenter leurs fonds propres? Et ils vous en trouvent. Et oui, ça j'imagine. Alors je me place toujours dans la perspective de gens qui n'ont pas forcément des grosses sommes à investir. Et c'est pas évident aujourd'hui de trouver un jeune qui aurait des dizaines de milliers d'euros ou plus à investir. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Il y a une quarantaine d'années, un jour, un étudiant vient me voir et me dit, prof, tu nous as expliqué, parce qu'il me tutoyait depuis qu'il était adulte, tu nous as expliqué qu'il fallait entreprendre. Alors voilà, j'ai eu une idée, je veux monter une entreprise qui fait de la signalisation commerciale. Elle existe encore. Hein. Ouais. C'est pas secret. Ouais. Et il fallait mettre 200 000 francs de l'époque
et j'en avais mis, je sais plus, 40 000 peut-être pour m'acheter une voiture. Et ben, j'ai pas acheté de voiture et j'ai pris 20% du capital. Ouais. Et 40 ans après, l'entreprise est toujours là, elle a une centaine de salariés, et les gens nous ont dit, c'est grâce à des gens comme vous qu'on a du boulot depuis 30 ans. Il faut des gens comme vous. Ah ouais. Ouais, non, Et ça, c'est c'était vrai que pas ça, des c'est... sommes gigantesques. Ouais, non, bien sûr. Mais oui, ça c'est un peu la beauté de l'actionnariat en direct. Hein. C'est justement de participer réellement à la vie d'une entreprise, même si notre capital y participe, hein, quand on est Oui, oui, même oui, un oui. investisseur Bien anonyme sûr, noyé dans la bien masse. sûr. Mais enfin, la vertu que j'y trouve aussi, c'est que ça incite à s'y intéresser aussi. Hein. Bien sûr. Ah ben, les premières commandes, on les a fait nous-mêmes dans l'atelier. J'avais réduit mes enfants en esclavage pendant le week-end pour qu'ils coupent des profilés d'aluminium, qu'ils fassent des panneaux, etc. Parce que le camion devait partir le dimanche soir. Ouais. Ils ont compris ce qu'était le capitalisme. Ah ouais. Et là, Actionnaire, ça agit. ouais. C'est Et dans alors l'action. aujourd'hui, on dirait un travail des enfants illégal, Oui, enfin, c'est une quel manière de parler encadrement, parce machin. qu'ils gagnaient de l'argent de poche, mais ils en ont pas un mauvais souvenir. Bien Mais sûr. il y a toute une série de degrés. Il faut pas voir que les très grosses boîtes qui sont complètement abstraites pour le petit actionnaire. Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on a tendance à voir. Une question à propos du hiatus, du gap qui peut exister entre ce qu'on enseigne dans les facultés d'économie et ce qu'est la réalité de l'entreprise dans la vie économique. Bon, il y a toujours eu évidemment une différence, mais si j'en crois des auteurs comme Ronald Coase, par exemple, cette différence est accentuée et assez nettement avec les années, au point que maintenant il y en a qui arrivent même plus vraiment à se parler, et qu'il y a peut-être assez peu de profs d'économie qui seraient capables de gérer une entreprise et peu de gestionnaires d'entreprise qui seraient capables d'expliquer ce qu'explique aujourd'hui le prof d'économie. Est-ce que vous l'avez vérifié dans vos quelques décennies d'enseignement, cette tendance en tout cas, et à quoi vous l'attribuez? Alors, parfois l'enseignement, c'est malheureux, mais c'est un refuge pour des gens qui ne veulent pas agir. Bernard Shaw disait quand on peut, on fait, quand on peut pas, on enseigne. Alors c'est un peu Ah, dur, c'est dur ça. mais j'ai vu beaucoup de collègues qui se réfugiaient dans l'enseignement. En plus, vous avez en face de vous des personnes qui peuvent pas contester ce que vous dites. Oui. Donc, et vous n'avez pas le choc du réel. Donc, Ouais. c'est l'idéal pour certains esprits faibles. Donc, bon, c'est une partie, hein, mais il y a des enseignants véritables. Ben, on retrouve beaucoup moins ça en médecine et en droit, par exemple. Ouais. Un prof de droit qui est avocat, il sait de quoi il parle. Ouais. Et un prof de médecine qui opère, il sait de quoi il parle. Mais un prof d'économie peut disserter à l'infini sans être confronté au réel. Ça, c'est déjà un peu pervers. Ouais, puis alors même quand il l'est, j'ai envie de dire, quand on regarde notre ami Samuelson, prix Nobel, qui quand même jusque dans la 7e édition de son bouquin, je crois, prévoyait que l'Union soviétique allait dépasser la France en production industrielle, etc., ou en PIB par habitant, enfin je sais plus quel était l'indicateur, mais un truc qui s'est avéré être un plantage dans les très grandes largeurs, quoi. Oui, oui. Et ben il n'empêche, on le rappelle assez peu souvent, et j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup, que ça ait beaucoup terni son prestige. Ça dépend pas de qui, mais c'est vrai qu'il a eu un prix Nobel. Mais bon. Alors, il y a aussi, il y a plusieurs choses. Vous avez l'irruption des mathématiques dans l'économie. Alors, les mathématiques en soi, je n'ai pas du tout à critiquer, j'en ai fait moi-même beaucoup. Mais pas en économie. Si l'économie a quelque chose à voir avec une discipline connexe, c'est le droit et la psychologie. La psychologie pour les comportements humains. Alors les gens du marketing ne diraient pas le contraire. Et le droit pour le cadre dans lequel s'exerce l'activité, les règles du jeu. Bon. Donc, eh bien, malheureusement, comme il y a beaucoup de mauvais mathématiciens qui n'arrivaient pas à percer en mathématiques, dans les facultés des sciences, ils se sont déversés en économie. Et là, ils étaient les rois, parce que, évidemment, on n'était pas au même niveau qu'eux. Ah oui, bah là, c'est sûr, ils arrivent, ils parlent un langage que seuls comprennent, et donc il y a ce côté un peu ésotérique, là, qui... Ça a coïncidé avec un autre phénomène pour lesquels ils sont pas du tout responsables, c'est que les étudiants, notamment les mouvements communistes, contestaient la culture bourgeoise et la sélection par des dissertations qui supposaient qu'on sache bien s'exprimer, etc. En disant les milieux bourgeois sont favorisés. Alors, les professeurs d'économie en ont eu marre, ils ont dit, bon, on va vous coller un exercice de maths, et là, vous pouvez pas discuter sur la bourgeoisie. Ouais. Donc, la comptabilité et les mathématiques ont joué ce rôle de sélection imparable au détriment de la dissertation et de la capacité à s'exprimer.
C'est d'autant plus ironique qu'aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, il y en a qui nous expliquent maintenant que les mathématiques, c'est une science blanche et raciste, parce que les blancs sont meilleurs en mathématiques, etc. Non, mais comme quoi, on voit, je suis d'accord, moi aussi, ça me fait rire, Il y a mais toujours eu des farceurs, hein. mais je veux dire, voilà, comme quoi, même en pensant être totalement objectif en posant un exercice de maths, les gars ne s'en sont pas sortis indéfiniment, C'est quoi. plus objectif, mais bon. Mais alors, que ce soit bien clair, je n'ai pas du tout l'intention de critiquer les mathématiques. Ah non, Par du tout, exemple, bien sûr. j'aimais beaucoup la physique. Hmm. Et d'ailleurs, j'ai mieux compris les mathématiques quand on a abordé la physique en classe scientifique. Et c'est très bien, ils sont à leur place, là, les mathématiques. Hmm. Mais pas en économie. Sauf pour faire des dénombrements statistiques. Mais ils doivent pas nous guider. On a décidé un jour en France de mettre l'économie dans les lycées, dans les classes secondaires, dans l'enseignement secondaire. Oui. On a décidé, c'est pas du tout critique, pendant des années il y a eu des expériences dans des classes expérimentales, notamment à Marseille-Vert par exemple, à Marseille, et le professeur Jacques Garello était d'ailleurs à l'époque assistant à la fac et il enseignait au lycée de Marseille-Vert. Et je lui ai succédé au lycée, donc j'ai enseigné en lycée. Et en 1966, après donc des expériences jugées concluantes, le gouvernement a généralisé l'enseignement de l'économie dans les lycées. Enfin, l'option, la possibilité. Oui, c'est toujours une option aujourd'hui. Hein, tout à fait, tout à fait. Sauf que cette option a eu tellement de clients, si j'ose dire, qu'on n'a pas eu assez de profs d'économie. Bien entendu, et là le gouvernement est fautif, il n'avait pas fait la corrélation entre les heures d'économie et le nombre de profs qu'il faudrait. Oui. C'est pas la dernière fois qu'il a fait ça, il avait fait ça pour l'informatique aussi. Après, bon, on se retrouve à la rentrée sans suffisamment de profs d'économie. On ne pouvait enseigner l'économie en lycée que les licenciés d'économie qui avaient suivi l'option gestion. Il y avait 3 options, économie générale, mathématiques statistiques et gestion. Oui. J'avais pris gestion justement pour ça, parce que comme je voulais gagner ma vie assez vite, c'était plus applicable en entreprise. Ouais. Et puis aussi, et puis je voulais pouvoir enseigner. Bon. Bref, l'option gestion, préparer à enseigner l'économie, c'est clair. Il n'y a aucun reproche à faire à personne, sauf que il y a eu beaucoup trop de besoins. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le gouvernement a décidé que les sociologues et les géographes en chômage pourraient enseigner l'économie. Alors, j'ai rien contre les sociologues et les géographes quand ils sont dans leur sujet, mais pas en économie. Ouais. Et ils ont dévié l'enseignement de l'économie vers les luttes sociales ou alors la description des paysages. Ouais. Donc, oui, parce que il y a un biais là. Après, oui, c'est peut-être aussi parce que eux-mêmes abordaient leur discipline avec un biais idéologique important qui était celui de l'époque, hein, les marxistes, etc. Souvent. Mais enfin, bon, cela dit, en soi, ça demeurait quand même un problème. Mais on m'aurait demandé d'enseigner la musique, j'aurais pas accepté. Eux, ils ont accepté sans vergogne. Ouais. Ah bah, pareil, c'est assez tentant, il faut se mettre à leur place. Voilà, alors donc ça a biaisé l'enseignement de l'économie, parce que tu me demandais pourquoi l'économie est aussi hors sol, en fait, en France. Bon, il y a cette irruption des mathématiques, il y a ce biais idéologique dans les lycées, il y a le fait que depuis, ça a été rappelé à l'université de l'Institute of Economic Studies, depuis 1870-77, les profs d'économie sont financés par l'État. Donc ça leur a donné une teinture étatiste qu'on n'a pas ailleurs. Ouais. Parce que et il y a des enquêtes internationales, sont pas flatteuses pour nous, qui montrent que non seulement les Français sont ignares en économie, mais leurs enseignants d'économie aussi, par rapport aux autres. D'accord. Et pire, les ignares croient savoir. C'est généralement la marque du bon ignare, c'est qu'il ignore qu'il est ignare. L'enquête était bien faite, elle demandait aux gens qui ne savaient pas s'ils savaient qu'ils ne savaient pas. La France était le seul pays où les gens ne savaient pas qu'ils ne savaient pas. Par exemple, les Australiens disaient, étaient 10% à dire qu'ils connaissaient la finance, et ceux qui la connaissaient pas reconnaissaient qu'ils ne la connaissaient pas. Ouais. Tandis qu'en France, non, on prétend. C'est dramatique, ça. Ouais, ça c'est quand même un trait de caractère intéressant. Ouais. Mais il y a un biais en France qui est dû à... Je crois que c'est Victor Duruy qui avait marxisé l'université dans les années 1850, parce qu'il avait lu Marx. Bon, ça ne suffit pas pour être convaincu, mais il avait lu Marx. Et il y a un biais marxiste qui est ennuyeux, dirais-je poliment. Oui, tout à fait. Mais en plus, alors le marxisme et les mathématiques, ça va bien ensemble. Oui.
C'est systématique, ça discute pas. Exactement. Mais d'ailleurs, c'était Marx qui parlait de socialisme scientifique. Ouais. Voilà, il y avait des trucs comme la baisse tendancielle du taux de profit ou quoi que ce soit, ou des tas de choses comme ça. Des mythes. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, mais enfin, ça avait sa propre logique et donc si on acceptait la prémisse, voilà, mais sans être marxiste, Keynes par exemple, quand il a raconté que la propension à consommer diminuait avec les revenus, il l'a dit, mais il n'y avait aucune statistique qui le confirmait ou l'infirmait, parce que les statistiques ont commencé à apparaître après Keynes, après la guerre, et il avait affirmé ça. Ça peut d'ailleurs parler au bon sens. On épargne plus facilement quand on est riche que quand on est pauvre, encore. Mais après, c'est peut-être vrai jusqu'à un certain point. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. En faire une vérité révélée, c'est abusif. Et ça, il y a une seule chose qui me paraît scientifique en économie, c'est de partir du comportement de l'être humain tel qu'il est, l'être humain, et pas autrement. Mais justement, peut-on toujours le réduire à des hypothèses simples et faire de la déduction logique ? C'est pas évident, parce que peut-être que ce que dit Keynes sur la propension marginale à consommer n'est pas exact et vérifié ou même vérifiable. Mais ceci dit, est-ce qu'on pourrait pas faire le même reproche à certaines hypothèses de l'économie néoclassique et même éventuellement autrichienne sur le fait qu'on préfère toujours plus à moins, qu'on considère toujours notre coût d'opportunité, que ceci, cela. Les gens le formulent pas comme ça, mais les gens préfèrent gagner que perdre, se faire plaisir que se faire du mal, nourrir leur famille que nourrir les autres, dans certaines proportions, il y a des exceptions, mais en gros c'est ça. Bon, ce qui compte, c'est la loi des grands nombres. Quand vous êtes c'est pas de la politique il faut avoir 50% plus une voix, mais en économie il faut avoir les chiffres qu'on veut. Si par exemple vous vendez un nouveau modèle de voiture et qu'il faut vous en vendre 500 000 par an pour rentabiliser, si vous en vendez 510 000, vous êtes content. On vous demande pas d'affirmer une vérité universelle. Donc la plupart des personnes se comportent dans le sens de leurs intérêts. Après, ce qu'ils appellent leurs intérêts peut être extrêmement complexe. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais la décision finale, elle est binaire. Par exemple, celui qui achète une automobile, il peut y mettre l'envie d'économiser l'essence, le narcissisme, l'envie d'emmerder les voisins, de les rendre jaloux, le fait de se faire admirer par... Peut-être, mais le jour où il fait le chèque, ou il le fait pas. Exactement. Ça, c'est binaire, à la fin. Tout à fait, On peut avoir des réflexions extrêmement sophistiquées, mais les décisions en économie, elles sont nettes. Oui, au moment d'agir, c'est toujours le choix qui se fait entre faire ou ne pas faire, et faire comme ci ou faire comme ça, etc. Le gars qui va dans un garage et qui fait comme Hamlet en disant acheter ou ne pas acheter, telle est la question, il va pas aller bien loin. Oui, non, c'est sûr, on va pas lui offrir le deuxième café, je pense. Ah, tu en veux? Ah non, c'était pas pour ça. Je te le ferai. Oui. Non, l'économie est une science qui est abominablement simple, en fait. Oui. Et alors, il y a des exceptions. Par exemple, tu as des gens qui se dévouent aux autres avant eux-mêmes. Mais ceux-là, on les a canonisés dans l'Église catholique. C'est pas la règle générale. Dans certaines périodes aussi. Quand la patrie est en danger, tu as des comportements de courage qui sont merveilleux et qui durent pas éternellement. Oui, bien sûr. Mais je parle de la vitesse de croisière de l'économie. Tout un chacun va chercher ses intérêts. Pascal disait, tout homme cherche je disais peut-être pas son intérêt, y compris celui qui va se pendre. Puisqu'il a choisi d'aller se pendre, c'est que ça lui convient. Ah oui. Donc, est-ce qu'il a raison ou tort? Ça, alors l'économie s'en mêle pas. Si c'est ce qu'il veut faire. Alors par contre, ce qui est impardonnable en économie, c'est l'incohérence. Et là, par exemple, vous voulez une politique vous voulez que les logements, qu'il y ait davantage de logements, de construction de logements, et vous bloquez les loyers. Ah, ça, c'est impardonnable. La contradiction, c'est impardonnable. Bon, ça, ce serait un vaste sujet encore. Un des faits marquants aussi de votre vie, c'est que vous avez beaucoup voyagé. Vraiment, je pense dans le monde entier. Qu'est-ce que vous en avez retiré de vos voyages? Est-ce que vous en avez tiré quelques enseignements économiques ou personnels que vous aimeriez nous relater? Peut-être le premier enseignement, c'est qu'il faut pas trop partir avec des idées a priori. Il faut attendre de voir. L'autre, c'est que les hommes ont souvent des cultures différentes, mais qui se ramènent quand même à des comportements homogènes. Exemple, la politesse n'a pas les mêmes règles, mais dans tous les pays, il y a une politesse. Par exemple, au Japon, on peut faire des cadeaux, mais on ne doit jamais offrir une horloge, parce que ça rappelle aux gens que le temps est limité. Et c'est presque une annonce de mort.
Mais ceci dit, offrir un cadeau parce qu'on apprécie quelqu'un, ça existe dans la politique japonaise. Je sais pas, partout dans le monde, quand on voit des enfants, les caresses, etc. En Asie, on ne touche pas la tête des enfants, ça porte malheur. Excepté ça, on aime les enfants. Vous voyez, il y a un salarié, pour aller dans le monde de l'entreprise, il préfère être considéré que méprisé, bien payé que mal payé. Il préfère une ambiance de travail agréable, en équipe ou pas en équipe d'ailleurs, qu'une mauvaise ambiance. Donc ça se retrouve partout. Et j'avais participé à une conférence à deux avec le DRH de ITER, oui. Et on avait fait un contrepoint. Lui, il avait dit, j'ai 40 nationalités à gérer, il y a des différences énormes. Par exemple, quand on fait une réunion, à 10h30, on est fatigué, un Français dirait, tiens, on pourrait prendre un café. Tous les Français comprennent qu'on va prendre un café. Un Allemand ne se lève que si on dit, on va prendre un café. Il n'y a pas d'implicite, c'est explicite. L'anglais va dire, on a travaillé jusqu'ici sans café, mais avec un café, on travaillerait encore mieux. Et à part ça, tout le monde a envie de boire du café. Voilà. Ouais. Tu vois ? Et dans le fameux livre de Xénophon, l'économique, il y a des bons principes de gestion d'une entreprise qui est en l'espèce une entreprise agricole, qui exporte, pas autosuffisante, elle vend du fourrage, etc. Donc le texte est de dire, vous allez voir ce qui va se vendre, vous allez faire ce qui va se vendre, vous allez essayer de réduire vos coûts de production, et on verra si vous gagnez votre vie. Bon, c'est banal, mais c'est déjà pas mal. Mais les 3 dernières pages, ça s'appelle l'art de commander. Et il est dit, je pourrais te les envoyer, parce qu'elles sont en français maintenant, je t'ai peut-être déjà raconté d'ailleurs, il est dit, tout ce que j'ai dit jusqu'ici n'aurait aucune efficacité si vous ne saviez pas, en tant que chef d'entreprise, recruter, motiver et coordonner les hommes qui travailleront avec vous. Et ça s'appelle l'art de commander. Et ça, il n'y a pas un mot à y retirer. Je l'ai donné, c'est très court, je l'ai donné à une équipe d'une très très grande entreprise, c'est Airbus, je peux le dire, parce qu'on faisait un séminaire pour la gestion des équipes aux grands dirigeants, aux 10 ou 15 polytechniciens qui dirigent la boîte. Oui. Ils m'ont dit, mais pourquoi ce livre américain est-il traduit en vieux français ? Il leur est pas venu à l'idée que ça pouvait avoir été écrit. Être autre chose qu'américain et que ça aurait pu être écrit à l'époque de... Donc, il y a des constantes, des invariants chez les humains, et il y a aussi des grosses différences, mais elles portent sur la surface. Mais alors, ceci dit, pense à des voyages que vous avez fait, alors par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans d'autres endroits, mais des endroits que on qualifierait statistiquement en développement, sous-développé, disait-on à l'époque, etc. Oui. Qu'est-ce qui, enfin justement, puisqu'on est fait du même substrat, on a les mêmes réactions, motivations, etc. Qu'est-ce qui fait les différences ? Finalement, ces différences de développement économique. Alors, vous avez un peu les ressources naturelles, mais vous avez beaucoup les institutions. Par exemple, en Papouasie, déjà, les sociétés sont très isolées les unes des autres. Parce que géographiquement, oui, parce qu'il y a une jungle très dure. Oui. On peut même pas construire de route. Elles sont envahies par la jungle au bout d'un mois. Ouais. Donc, les gens sont isolés. Il y a des isolats. Donc, ça favorise pas les contacts. Ouais. Il y a certains tribus papous qui ont voyagé. Et eux, quand ils font des danses rituelles, ils se déguisent, ils sont colorés horizontalement en blanc et noir. Et ceux qui ont du blanc, le plus de blanc, c'est ceux qui ont vu la lumière du monde extérieur. Donc même chez eux où ils vivent isolés, pour eux, la lumière vient du contact et de l'échange avec le monde extérieur. Ouais. Et ils ont beaucoup ri parce que quand j'étais allé les voir, c'est dans la région de Goroka, dans les Highlands, on avait une combinaison rayée blanche et bleu marine. Ils ont dit « Ah, vous avez vu la lumière du monde extérieur à cause des bandes blanches ». Mais ils associent le monde extérieur à la connaissance, la lumière, l'ouverture d'esprit. Et ça, ils ont raison. Ouais. Et j'ai bien retenu que les cultures ne se valent pas. Les hommes se valent peut-être, mais les cultures et les organisations se valent pas. Il y a, par exemple, beaucoup d'Africains vous disent, dans notre pays, la corruption paie plus que l'entreprise. Ouais. En Chine, à partir des Ming, on tué les chefs d'entreprise qui inventaient des procédés de fabrication qui n'étaient pas homologués. Alors ça favorise pas l'innovation, ça.
Oui, or ça, là, je pense que c'est pas, C'est de les dénoncer ce genre de institutions. pratique, voilà, c'est institutionnel, c'est pas, Non, mais c'est pas pour dénigrer tel ou tel peuple ou non, pas telle du tout. histoire Les gens particulière, sont mais c'est, pareils. Si vous ouais. prenez 1000 Chinois, Noirs, Indiens, tout ce que vous voudrez, vous avez la même proportion d'entreprenants et de gens qui préfèrent être subordonnés, Mm. d'innovants, de routiniers, de paresseux, de ceci, de cela, à peu près pareil. De braves gens et de salopards. Enfin, j'ai pas de preuve du contraire. Par contre, les institutions dans lesquelles vous vous trouvez vont faire ressortir certains traits. Mm. Par exemple, un fonctionnaire, moi on me l'a dit tout de suite, ce que vous allez faire de mieux, c'est d'être ancien. Alors ça pousse pas à l'innovation. Non, ça pousse pas à l'innovation. Donc j'ai passé des concours pour être au top, et puis maintenant j'ai fait ce que j'ai voulu. Ouais. Ouais. Tu vois, alors tu prends les mêmes fonctionnaires routiniers, et ils organisent avec leurs copains de service un voyage aux Bahamas. Eh ben, ils vont tirer les prix avec les agences, ils vont faire jouer la concurrence, c'est exactement ce qu'ils font jamais dans le cadre de leur vie de fonctionnaire. C'est Et c'est les mêmes. Oui, c'est ce genre d'anecdote assez savoureuse, quoi, qui montre que finalement le comportement économique trouve toujours son chemin. Mais oui, sauf s'il est réprimé. Dans une usine de mécanique, il y avait un ouvrier à qui j'expliquais des choses de ce genre, mais bon. Et il me dit, mais j'ai compris, moi quand je suis dans une équipe où il y a 5 personnes et 4 cochons, au bout d'une semaine, je suis le 5e cochon. Que puis-je faire d'autre? Moi, j'aime bien cette image. Bah, on terminera là-dessus. Ça me semble être une maxime à méditer. Il n'y avait pas aussi alors, la dernière fois, on parlait ensemble de proverbes chinois. Je crois qu'il y avait un philosophe chinois assez célèbre. Fan Mouzen. C'est ça. Et quelle était la maxime déjà qu'il... Il y en avait plusieurs, hein. Il avait dit « La vermine de la délinquance prospère dans le marécage de la tolérance ». C'est beau. C'est beau, hein. Fan Mouzen. Bon, on reverra nos auditeurs. On parlera une fois. À ce grand Fan Mouzen. Mais, ouais. Mais l'histoire des... En fait, voilà. Si on devait dire une chose, alors parfaitement, pas humoristique du tout, mais vrai, les hommes sont ainsi faits que les incitations les incitent. Oui. Ça, c'est de Gregor Muldoon, qui est un très grand économiste aussi, que j'ai inventé pour la circonstance. Non, c'est vrai, tu appuies sur la bonne incitation. Oui, mais bien sûr, non, mais c'est... Mais tu sais, il y a une pièce de Shakespeare qui s'appelle Richard III. Et Richard III, au début, il n'était pas Richard III, il n'était pas roi. C'est la pièce que je te raconte. Oui, bien sûr. Oui. Et il a fait une carrière d'assassin, de cruel, tout ce que tu veux. Et il dit, mais ne sachant pas me couler dans le moule agréable et futile de l'époque, je résolus de devenir un scélérat. C'est ça qui paye, alors je suis un scélérat. Ah ouais. Mais moi, j'avais dit, à l'époque, on craignait que les communistes fassent une révolution en France, et j'en parlais souvent avec mes copains, ou de la droite molle, ou de la gauche molle. Je disais, mais moi, je m'inquiète pas, ils vont me récupérer. Je fais partie des commandos, j'éliminerai les cons de bourgeois. Je m'en fous. Ils ont été trop cons. On réagit aux incitations, oui, c'est sûr. Et voilà, c'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a plu. Bon, j'ai coupé le micro un peu trop tôt pour avoir le temps de remercier mon invité à l'antenne, entre guillemets. Mais évidemment, j'ai pas manqué de le faire. Pensez à vous abonner au podcast pour être alerté des nouveaux épisodes. Donc, je ne sais pas où vous écoutez actuellement l'épisode, mais sachez que vous pouvez nous retrouver sur le site contrepoint.org, sur YouTube et aussi sur les plateformes de podcast. Moi, je vous conseille plutôt le site ou les plateformes plutôt que YouTube parce que c'est quelque chose qui garantit plus d'indépendance de notre côté. Pour vous abonner, vous téléchargez une application de podcast. Alors si vous êtes sur Android, je vous conseille par exemple Podcast Addict. Et si vous êtes sur iOS, tout simplement l'application podcast Apple fait très bien le job. Et vous, dans la barre de recherche, vous tapez Contrepoint Podcast, Contrepoint avec un S. Normalement, vous trouverez notre émission avec le petit logo avec un C. Il suffit de cliquer sur le petit bouton plus ensuite ou sur s'abonner ou suivre, je sais plus exactement quel est le terme mais ça dépend des applications. Et après voilà, vous êtes notifié automatiquement dès qu'un nouvel épisode paraît. Merci encore pour votre fidélité, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.